Qui sait si l'inconnu qui dort sous l'arche immense, mêlant sa gloire épique aux orgueils du passé, n'est pas cet étranger devenu fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Le 8 février 1993, le caporal-chef Mariusz Nowakowski, polonais, légionnaire parachutiste du 2e REP, évacue une jeune femme blessée vers l'infirmerie de l'aéroport de Sarajevo. 2 obus de mortier tombent. Marius perd sa jambe gauche. À François Léotard, qui lui rend visite sur son lit d'hôpital, il déclare « Monsieur le ministre, je ne vous demande ni argent ni décoration, mais simplement de devenir français. » Il y a quelque chose qui se passe. Dans les moments comme ça, on prend la conscience qu'on a servi à un pays avec des armes. Étant blessé, pour moi, ça créait un lien. Je sais pas, ça m'a dit que maintenant, je vais finir ma vie ici. Honneur et fidélité. C'est sous cette devise que près de 700 000 hommes ont depuis 1831 prêté serment à la France. Ils se sont battus pour elle, toujours en première ligne. Des tranchées de la Somme au maquis de Kaobang, des Balkans à l'Afghanistan, ils ont été de tous les combats sous tous les cieux du monde. Certains y ont laissé leur sang, d'autres leur vie. J'ai reçu 67 éclats dans le corps, dont dans les bras, dans les jambes, les genoux traversés, plus de liquide, plus de ligaments. Poussez-vous là, dégagez! J'ai touché 2 balles de la calibre 7,62. Un sur le dos, à niveau de cœur, l'autre qui est entré à côté. Il a traversé les ailés, il est entré. Légionnaires, vous êtes soldats pour mourir. Je vous envoie là où l'on meurt. C'est en ces termes que le général Denégrier s'adressait en 1884 à ses hommes engagés dans la Légion étrangère. La Légion a participé, il est vrai, à bien des combats qui ont fait sa gloire et forgé sa légendaire réputation. On aurait pu croire que pour un tel engagement, pour de telles exigences, les légionnaires devenaient au moins au terme de leur contrat automatiquement citoyens français. En fait, ces soldats ne bénéficiaient d'aucun privilège jusqu'à la fin des années 90. Mais la détermination de quelques hommes allait permettre de changer la situation. Ce que l'on connaît de la Légion étrangère, ce sont les images filtrées des reportages télévisés sur ces hommes sans nom, le visage peint en couleur de la guerre, rampant dans la boue. Le mythe est aussi entretenu par la littérature et le cinéma,
et par des exploits incroyables, tellement incroyables qu'ils sont devenus légendes, comme la bataille de Cameron. Ils sont aujourd'hui plus de 7000, venus de 140 pays et engagés sur tous les théâtres d'opération. Depuis toujours, la Légion est un corps d'élite. Les méthodes d'entraînement sont des plus dures, mais c'est ce qui fait de ces hommes des soldats parmi les meilleurs du monde. Tous ceux qui ont combattu à côté d'eux en sont les témoins, des sables d'Irak aux montagnes afghanes. Mais derrière le mythe, il y a des hommes, des destins parfois héroïques, parfois brisés. Car ces gens-là vont à la guerre. Le retour n'a pas été toujours facile, ni la patrie toujours reconnaissante pour ses engagés étrangers. Nous avions à l'époque, je pense, 30 à 40 dossiers à traiter. Et ça durait. Alors que ces gens-là avaient été des combattants, avaient payé au risque de leur vie le service des armes de la France, et il nous semblait légitime qu'ils accèdent dans les meilleurs délais à la nationalité française. En 1999, s'engage alors une longue bataille législative pour permettre au moins aux légionnaires blessés au combat d'obtenir leur naturalisation par le sang versé. La question mobilise bientôt les plus hautes autorités de l'État, les cabinets ministériels, les élus, mais aussi les médias et la société civile. Le combat s'engage, soutenu par la détermination des membres de la Fédération des anciens légionnaires dans le contexte de la cohabitation Chirac-Jospin et des débats déjà passionnés autour de la révision du Code de la nationalité. Il y avait 4 colonels et un major. Et je crois que l'un d'entre nous, Pingot, a parlé de ce poème de 1920 au pied de l'Arc de Triomphe du soldat inconnu. La première démarche a été une lettre immédiate à la ministre de la Justice. Madame la ministre, en tant que président de la Fédération des sociétés d'anciens de la Légion étrangère, je suis chargé de la défense des intérêts matériels et moraux de ces derniers. Cette responsabilité me conduit à m'intéresser aux conditions de naturalisation de ces étrangers qui volontairement servent la France pendant au moins 5 ans, quelquefois au péril de leur vie. Après avoir sollicité diverses hautes autorités qualifiées, il me paraît que cette proposition pourrait désormais être ainsi formulée. Tout étranger qui sert ou servira dans les armées françaises et qui aura été blessé au cours d'un engagement opérationnel pourra, sur sa demande, obtenir de plein droit la nationalité française au motif qu'il est français par le sang versé. Engagé le 20 septembre 1993, le caporal-chef Hervé Brassier. Les membres du bureau de la Fédération prennent soin de consulter un spécialiste pour donner corps à leurs propositions, afin d'éviter toute contestation juridique. Ancien conseiller d'État qui avait lui-même dirigé une précédente commission sur la réforme du Code de la nationalité, Marceau-Long bénéficie d'autres atouts. J'avais été secrétaire général du gouvernement avec le président Giscard d'Estaing. Puis en mai 81, j'ai assuré à la demande du nouveau président la transition qui a duré 14 mois. Et donc ceci m'avait permis de connaître à la fois les nouveaux ministres et les gens dans les cabinets qui allaient souvent devenir ensuite ministres ou étaient déjà les conseillers des ministres. J'ai lu et j'ai écrit, excusez-moi pour mes mémoires, bref, ce 12 novembre 1998, en tant que président de la Fédération des sociétés d'anciens de la Légion étrangère, je déclenche par cette lettre les hostilités. La décision est prise d'impliquer le plus grand nombre, jusqu'au président de la République, qui dans un premier temps se montre plutôt favorable au projet.
Sensible aux sentiments qui sont à l'origine de votre démarche, Monsieur Jacques Chirac m'a confié le soin de vous remercier et de vous assurer que le sang versé pour que vive la France n'est pas oublié et mérite d'être reconnu. La visite des ministères n'a pas posé de problème jusqu'au niveau du ministre de la Justice, où les magistrats qui venaient de faire voter une loi sur la reconnaissance française du droit au sol, ils ont dit un droit au sang, maintenant on ne va pas s'en sortir, donc ils ont ralenti l'affaire. Jean-François Picheral, sénateur PS et maire d'Aix-en-Provence, fait partie des premiers défenseurs du projet. Lui-même ancien de la Légion ayant servi comme médecin en Algérie sous les ordres du jeune lieutenant Coulon, il se fait le bras législatif du projet. Mais l'affaire traîne dans les cabinets et se heurte à une résistance de mauvais augure. Le général Coulon demande au sénateur Picheral d'intervenir auprès du ministère de la Justice, car les rumeurs parlent d'une véritable résistance à ce projet, au sein même du cabinet de la garde des Sceaux. Il y a beaucoup au départ, de la part des uns et des autres, de préjugés et de manœuvres. Il craignait de relancer l'ensemble du débat sur la nationalité, notamment les gens disons de gauche, en y voyant un peu une atteinte au caractère d'automaticité qui leur était cher. La réponse de la garde des Sceaux est très douloureusement ressentie, d'autant qu'elle est confirmée dans le journal officiel du 22 mars 1999. D'une réforme spécifique en la matière. Du côté des partisans de la réforme. Et cette réponse, pour nous qui la recevons, est un scandale. Pendant 7 mois, notre démarche se heurte au refus de la garde des Sceaux. Le motif invoqué est autant scandaleux qu'indigne. Le voici. Afin de vérifier le degré d'attache de ces personnes avec la France, il importe que le gouvernement conserve une marge d'appréciation. Alors j'ajoute, faut-il donc que le légionnaire fût mort pour la France pour que ce degré d'attache soit vérifié? Je suis, en tant que citoyen, scandalisé et en tant que légionnaire, humilié. Je l'ai très mal pris. Et j'ai été secondé d'ailleurs par tous les cadres supérieurs de la Légion, et en particulier M. Messmer, ancien Premier ministre, ancien légionnaire. Et c'est là que je suis allé à la plus haute autorité judiciaire, qui est le président du Conseil d'État. 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures parce que la réponse n'est pas idiote. Sauf que dans ce cas-là, il faut la faire pour tout le monde. On ne peut pas, quelques mois avant, voter une loi en disant les personnes qui éventuellement peuvent prouver qu'ils avaient un grand-père ou je ne sais quoi, ou qui ont passé quelques années en France, ont droit à la nationalité française, et de l'autre, être extrêmement restrictif et extrêmement exigeant pour les autres. Le général Coulon continue pourtant avec l'énergie du désespoir d'assaillir les plus hautes autorités de l'État. C'est au chef suprême de nos armées qui connaît le prix du sang d'un soldat que j'ai l'honneur de m'adresser. Comment peut-on avoir un tel manque de considération à l'égard de cet étranger qui n'est pas un mercenaire, mais un soldat français, dont les liens avec la France vont jusqu'à lui faire don de sa vie et dont les preuves de son attachement à notre pays jalonnent notre histoire récente. Dans le contexte de la cohabitation qui ne lui laisse pas toute sa liberté de manœuvre, le président Chirac refuse de lancer ses forces dans la bataille. Comme vous le savez, il appartient au gouvernement de formuler les projets de loi et aux parlementaires les propositions de loi. Dans son courrier du 16 février dernier adressé à M. Picheral, sénateur des Bouches-du-Rhône, la garde des Sceaux a indiqué qu'il n'était pas dans son intention de modifier la législation actuelle. Un nouveau courrier du ministère de la Justice confirme sa position sur cette affaire. Il n'apparaît pas opportun de créer une distinction supplémentaire entre un mécanisme d'acquisition de plein droit à la suite de blessures et le régime actuel de la naturalisation par décret. Ces soldats, pourtant, il y a 170 ans que la France peut compter sur eux. L'histoire de la Légion étrangère se confond avec les moments les plus glorieux ou les plus tragiques de l'histoire de France.
Le mythe fondateur des légionnaires qui a nourri la littérature et le cinéma jusqu'à nos jours trouve ses origines dans la campagne du Mexique en 1863, quand une compagnie commandée par le capitaine d'Anjou, retranchée dans l'auberge de Cameron, tient en échec l'armée ennemie. Les 60 légionnaires remplissent leur mission en tombant les uns après les autres. À midi, le capitaine d'Anjou est tué d'une balle en pleine poitrine. À 2 heures, le sous-lieutenant Villain tombe, frappé d'une balle au front. À ce moment, le colonel mexicain rassemble ses hommes et leur dit de quelle honte ils vont se couvrir s'ils n'arrivent pas à abattre cette poignée de braves. L'assaut final est donné. Bientôt, autour de Maudet, ne reste que 5 hommes. À un signal, ils déchargent leurs fusils à bout portant sur l'ennemi et se précipitent sur lui à la baïonnette. Le sous-lieutenant Maudet et 2 légionnaires tombent, frappés à mort. Les 60 hommes du capitaine d'Anjou ont tenu jusqu'au bout leur serment. Pendant 11 heures, ils ont résisté à 2000 ennemis, en ont tué 300 et blessé autant. La main en bois du capitaine d'Anjou, retrouvée quelques années plus tard sur le lieu du combat, est aujourd'hui conservée au musée de la Légion étrangère à Aubagne. Chaque année, le 30 avril, jour anniversaire de Cameron, cette relique monte la voie sacrée, portée par les plus vertueux des anciens. Ces vétérans ont été de toutes les guerres, y compris les plus récentes, dans lesquelles l'armée française s'interpose pour maintenir la paix, mais qui sont tout aussi périlleuses. Mariusz Nowakowski en sait quelque chose. Légionnaire polonais parti à l'aventure après la chute du rideau de fer, il voit, du haut de ses 26 ans, la guerre comme un spectacle, et croit bien faire en venant s'interposer entre 2 communautés en guerre, jusqu'à ce jour de février 1993, où sur le tarmac de l'aéroport de Sarajevo, sa vie bascule. Quand j'avais 26 ans, je me disais dans ma tête que je vois la vraie guerre. Ouais, c'est impressionnant. Il y avait des collègues qui ramassaient des cadavres la nuit parce qu'il y avait des blessés. Aéroport, c'était le seul endroit où les civils pouvaient passer pour aller chercher des nourritures. Je travaillais comme mécanicien, donc toute la journée j'ai entraîné des VAB et la nuit j'ai travaillé sur les tarmacs jusqu'à 4h ou 5h du matin. Là-bas, comme ça tirait tout le temps, on ne se cachait pas. Parce que d'abord, on ne pensait pas qu'ils vont tirer sur nous. Donc, je me rappelais les mortiers qui s'approchaient vers nous, boum, boum, boum. Donc, comme ça allait vite, je savais qu'ils tiraient pour nous. Et ce que j'ai pu retrouver dans ma tête, c'est qu'apparemment, j'ai voulu courir vers l'infirmerie pour me sauver. Mais j'ai fait quelques mètres et apparemment, je suis tombé sur la route. Et comme ils avaient toujours peur qu'il y aura d'autres blessés, donc ils ont interdit de sortir. Mais comme nos collègues nous ont vus par terre, donc ils sont sortis par l'infirmerie pour nous ramasser. Parce que si personne n'aurait venu me ramasser, j'aurais été mort. Parce que j'ai une artère fémorale qui était coupée, sectionnée. Donc il fallait faire ça 2-3 minutes, il fallait faire. À partir du moment où j'étais blessé, il fallait me ramasser en 2-3 minutes. Normalement, pendant 12 semaines, j'étais inconscient. Mais le seul moment où je me rappelle, c'était à l'époque capitaine Lantares qui est venu. Aujourd'hui, c'est colonel. Il m'est venu me rendre visite avec des légionnaires. Mais moi, je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je croyais que c'est la guerre contre les Russes. C'est ça. J'ai parlé à personne parce que j'ai oublié de parler français. Au début, quand j'étais à l'hôpital, je ne savais même pas demander de l'eau. Et que je sais que j'étais amputé, ça m'a fait un choc. Ouais. Moi, je me rappelais dans la civile que les gens handicapés étaient un peu... il fallait
qui ne se montrait pas. Je ne voulais pas vivre une vie comme ça cachée. Pendant des années, je ne voulais pas ni savoir qu'est-ce qui s'est passé, je ne voulais pas parler de cette guerre, ni voir des images. Et même dans la tête, je cherchais toutes les images que je puis retenir avant d'être blessé. J'étais repatrié à l'hôpital des Invalides à Paris. Et après, quelques jours après, le ministre de la Défense, François Lotter, est venu me rendre visite. Et là, j'ai saisi ma chance. Je pensais que peut-être une fois amputé comme ça, on pourra se débarrasser de moi. Parce qu'un étranger qui est venu servir pour un autre pays. Que dire à un soldat qui a versé son sang et qui demande la simple reconnaissance de son pays d'accueil? Marius obtient la nationalité française à titre individuel, mais 6 ans plus tard, le projet de loi qui vise en 1999 à généraliser cette procédure n'est pas près d'aboutir. Le général Coulon et le sénateur Picheral font alors appel aux amis de la Légion étrangère, comme le journaliste de TF1 Jean-Claude Narcy, pour porter le débat sur le terrain médiatique. Moi, cette bataille, je la vis déjà depuis des années, puisque à travers les journaux que je présentais et à travers les 14 juillet que je présentais aussi à la télévision, j'insistais beaucoup dans mes commentaires, quelquefois c'était même un peu lourd, sur cette idée de français par les sang versés. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps. Mon argument, il est simple. Je pense que le comble de l'abnégation, c'est un homme qui appartient, je ne sais à quel trop pays ou quel continent, et qui accepte de donner sa vie pour un pays dont il n'est pas. Pour moi, c'est le comble de l'abnégation. Le Figaro a fait une œuvre exceptionnelle, exceptionnelle, qui a été déterminante. Et d'un seul coup, on a senti que tout passait de notre côté. La presse s'empare de l'affaire et la réponse des services du ministère de la Justice suscite de nombreuses réactions dans la société civile comme chez les politiques. Ce sera un été très chaud pour le ministère de la Justice. La décision que vous venez de prendre, refusant la naturalisation de plein droit des légionnaires blessés au combat, est stupéfiante et scandaleuse. Humainement injustifiable, elle relève également d'une appréciation politique erronée de la nationalité, d'un aveuglement dogmatique fondé sur une confusion inacceptable. Alors là, il s'est produit un petit épisode qui a compromis pendant un certain temps l'accord. Pierre Messmer, 2-3 jours avant son rendez-vous, il a explosé sur cette question du degré d'attachement à la France. Alors, Madame Guigou, de son côté, est montée sur un grand chevaux. L'opposition méprisante à cette demande légitime que manifeste en toute occasion la garde des Sceaux et son administration est incompréhensible. Leurs arguments juridiques sont d'une faiblesse insigne. La vie de Pierre Messmer se confond avec l'histoire de la Légion. En rejoignant le général de Gaulle à Londres en 1940, il demande à être affecté à la Légion étrangère. « Je voulais faire la guerre avec des gens sérieux », explique-t-il. 6 mois plus tôt, la 13e demi-brigade de la Légion étrangère avait en effet battu les troupes allemandes à Narvik, l'une des seules victoires des Alliés en ce début de guerre. Ces hommes sont les légionnaires qui investissent la capitale du fer norvégienne après 36 heures de combat. Il combat aux côtés des légionnaires dans les sables de Bir Hakeim et les gardera dans son cœur jusqu'au dernier jour de sa vie, disant d'eux qu'ils ne pouvaient rien en attendre, hormis leur courage. Plus tard ministre des Armées, Pierre Messmer tient tête au général de Gaulle qui lui demande, après le putsch d'Alger, de dissoudre la Légion. Avec une telle histoire, comment aurait-il pu accepter les prises de position du ministère de la Justice ?
Il serait temps qu'en France, on se prie de vergogne à connaître aussi mal la vieille Légion. Compagnons, j'ai voulu vous parler de ces choses et dire en 4 mots pourquoi je vous aimais. Lorsque l'oubli se creuse au long des tombes closes, je veillerai du moins et n'oublierai jamais. Si parfois, dans la jungle où le tigre vous frôle, et que n'ébranle plus le recul du canon, il vous semble qu'un doigt se pose à votre épaule, si vous croyez entendre appeler votre nom, soldat qui reposait sous la terre lointaine et dont le sang versé me laisse de remords, dites-vous simplement, c'est notre capitaine qui se souvient de nous et qui compte ses morts. Un personnage qui n'était rien, qui n'était qu'un ancien Premier ministre, qui avait été officier de la Légion étrangère, combattant au feu, que cet ancien Premier ministre, M. Messmer, pour ne pas le nommer, demandait rendez-vous au garde des Sceaux, mais que le garde des Sceaux était débordé, il ne pouvait pas le recevoir. Effectivement, et M. Messmer était obligé de s'adresser à l'opinion publique. Si vous vous étiez renseigné, M. Cohasgen, vous auriez su que j'ai fixé un rendez-vous à M. Picheral, au général Coulon et à M. Messmer. Quelle n'a pas été ma stupéfaction, 2 jours avant un rendez-vous fixé depuis 2 mois, que de découvrir le 6 septembre, dans le Figaro, d'abord un article intitulé « Élisabeth Guigou déçoit la Légion », alors que précisément la réunion faite pour débattre de ce sujet n'était pas encore tenue, et de surcroît, de découvrir, hélas, une interview de M. Messmer qui affirmait que j'opposais le mépris en toute occasion aux demandes des légionnaires. Alors quand un ancien Premier ministre se permet vis-à-vis d'un ministre de la République 2 jours avant un rendez-vous fixé depuis 2 mois de tenir de tels propos, eh bien en effet, j'ai indiqué à M. Picheral que je pensais que dans ces conditions, il valait mieux en effet que notre rendez-vous se déroule avec M. Picheral, avec le général Coulon, s'il souhaitait venir, bien entendu. Et par conséquent, M. Cohasgen, je pense que vous auriez pu vous dispenser de soulever à nouveau cette mauvaise polémique que pour ma part, j'ai tout fait pour éviter. Je veux calmer le débat, mais je pense que l'indignation de Pierre Messmer, qui certes est Premier ministre, mais qui est aussi un ancien légionnaire, combattant à Bir Hakeim, fait peut-être que dans ses tripes, si vous me permettez cette expression, il peut ressentir bien plus durement certains propos que ne peuvent le ressentir par moments certains fonctionnaires. Dans les faits, le projet de loi ne concernerait tout au plus que quelques légionnaires par an. Pas de quoi donc émouvoir la comptabilité politique. Mais l'affaire est devenue tellement médiatique que nul ne peut ignorer les dégâts qu'elle pourrait provoquer en termes d'image. Du coup, le ton change. Sensible aux arguments développés notamment par le général d'armée Coulon, j'ai chargé mes services d'étudier la possibilité de mettre en place une procédure simplifiée. Et je dois dire qu'effectivement, remarquez, connaissant les cabinets ministériels, je ne suis pas sûr qu'elle ait piloté l'affaire de A jusqu'à Z. Et là, à l'Assemblée nationale, elle a eu des propos absolument formidables. Entre-temps, une avalanche de projets de loi arrive sur le bureau du président de l'Assemblée. Le premier est signé par Thierry Mariani, qui sera aussi rapporteur de la commission des lois. Je me souviendrai toujours de cette proposition de loi parce que c'est la première que j'ai rapportée. Je crois qu'en 17 ans de vie parlementaire, après j'en ai rapporté quasiment une centaine, mais c'est la première, donc on s'en souvient toujours. Et en plus, on était dans l'opposition. Donc bien sûr que sur le papier, elle avait toutes les chances d'échouer. Un autre projet est déposé par Charles Cova, particulièrement impliqué dans le débat puisque né de père légionnaire. Mon général, au mois de juillet dernier, je vous avais exprimé mon intention de déposer une proposition de loi modifiant les conditions d'acquisition de la nationalité française pour les militaires étrangers servant dans l'armée française.
Ce texte a été enregistré récemment à la présidence de l'Assemblée nationale avec le soutien de l'ensemble du groupe RPR. Signé Charles Kova, fils de légionnaire. Pour éviter de retarder sa parution, le projet soutenu par la Fédération des sociétés des anciens de la Légion étrangère prévoit aussi que le décret de naturalisation se fasse directement sur proposition du ministre de la Défense. Le président Chirac décide finalement d'intervenir lui aussi. Sur le terrain, ces querelles législatives paraissent bien lointaines. Les légionnaires ne se posent pas de questions. Ils vont là où la France les envoie. C'est l'histoire de ce légionnaire portugais, qui en 2003 aurait pu laisser sa peau sur la ligne de séparation en Côte d'Ivoire, où les troupes françaises s'interposent pour éviter une guerre civile. En arrivant sur place, on a vu que ça tirait de tous les côtés. Le chef section il a décidé d'envoyer 2 groupes déborder les dispositifs ennemis. Pendant ces débordements, on a reçu des tirs d'armes légères, plus des tirs de mortiers. Et pendant notre déplacement, il y a un obus mortier qui a tombé à peu près à 5 mètres de notre emplacement pendant qu'on se déplaçait. Et c'est là que j'étais blessé avec 3 autres légionnaires de mon groupe. Tu descends, tu vas arriver sur la position 33. Okay. 3 blessés, un obus mortier tombé sur la situation. Bon, mais ça on peut rien faire, on est obligé d'attendre le vaccin. Vous croyez que vous allez les contenir? On est bien obligé. On est bien obligé, sinon c'est un massacre. Au départ, dans l'action, on sent rien. Moi, ça me brûlait. Le seul truc que j'avais mal, c'était au bras parce que ça me brûlait à l'intérieur du muscle. Mais sinon, je ne sentais pas que j'avais de blessures aux jambes ou quoi que ce soit. Et c'est en arrivant au poste médicalisé qu'ils ont constaté que j'avais aussi les jambes polycrivelées et que j'avais les genoux percés d'un côté à l'autre, quoi. Et c'est à partir de là que je commençais à avoir mal. C'est quand la tension elle a tombé que la douleur elle arrive. Pendant qu'on est dans l'action, l'adrénaline, on sent rien. T'as Gab qui semble rebouger un petit peu, puisque on a la COP 42 a même subi des tirs. À chaque instant, la Légion est engagée quelque part dans le monde. Le théâtre d'opération le plus meurtrier aujourd'hui, c'est l'Afghanistan. Au nord ou à l'est. Gratitude, donc autorisation de feu. Mais je sais pas où, je les ai pas vus. Continuez, continuez, allez, allez, allez. Zhang est un jeune Chinois de la génération enfant unique. Il voulait être militaire chez lui en Chine, mais ses parents s'y opposaient. On ne dit pas non aux parents chez nous, confie-t-il avec innocence. Il vient en France, où il s'engage dans la Légion étrangère, réalisant ainsi son rêve. Je suis volontaire pour aller à Afghanistan. Le métier militaire, c'est moi qui ai choisi. Pour un militaire, c'est pas, il faut aller pour voir c'est comment les combats, c'est comment la guerre. C'est pas jusqu'au devant l'ordinateur jouer le Call of Duty. Je me suis blessé à 9 mai 2010. C'est pendant une opération de patrouille. Un vague touché sur un IED. Et nous, tout de suite, on a parti pour sortir les victimes, pour sécuriser les camarades. Et quand on a sorti les victimes, il y a des ennemis cassés dans la forêt et village à côté.
Il nous vit tout de suite, il nous tirait. Quand je sortis la victime, pendant même pas 5 minutes, je toussais. Après, c'est le camarade qui m'a porté. Là, c'est bon. Allez, poussez-vous, là, dégagez. C'est bon. Allez, dégagez. J'ai passé 3 semaines à l'hôpital de Kaboul. Là-bas, je fais première fois opération. Après, je retournais la France. Je restais à l'hôpital Percy à Paris. Je reste là-bas 1 mois et demi pour prendre deuxième opération. Respectons aussi cela. 10 ans auparavant, en décembre 1999, à l'Assemblée nationale, la proposition de loi de la Fédération des anciens légionnaires semble enfin aboutir. De l'emploi et de la solidarité. Aujourd'hui, je suis fière de soutenir la proposition de la Commission des lois qui a repris le texte de la proposition présentée par Robert Gaillat, qui depuis longtemps travaille sur ce sujet, et par le groupe socialiste. Madame la garde des Sceaux, quel art pour la récupération. Je suis admiratif devant tant de talent. Monsieur Kova, vous avez parlé de récupération. Permettez-moi de vous dire que c'est un terme que je trouve choquant. Je voudrais rappeler qu'il ne s'agit pas d'un texte du gouvernement, parce que j'ai l'impression que le gouvernement défend ce texte, mais d'un texte de la Commission des lois. Et je félicite donc mes honorables collègues d'avoir pris l'initiative de ce texte, tout en regrettant peut-être que le gouvernement n'ait pas déposé un projet de loi. Et alors là, ce qui m'a étonné, c'est la position, l'unanimité. Je pensais qu'effectivement, il y aurait la majorité, mais j'ai vu des partis qui ne voulaient pas du bien. Alors je parle du Parti communiste. En effet, légiférer pour 4 ou 5 personnes concernées par an, et à la condition qu'elles demandent la nationalité française, ce qui peut en réduire encore le nombre, est une sorte de prouesse. Pourquoi avoir tenté de faire ressurgir une sorte de droit du sang qui se verrait accorder une prééminence sur le droit du sol? Le texte qu'on nous propose, et qu'on nous propose avec combien de débats, n'est pas un texte d'automaticité, Monsieur Sarr, ni de plein droit. J'étais persuadé, jusqu'à ce qu'éclate la polémique il y a quelques semaines dans la presse, que quand on servait dans la Légion, eh bien, au bout d'un certain nombre d'années, il était normal que la nation reconnaisse le service rendu par le sang versé et accorde automatiquement la nationalité aux légionnaires. Je leur voyais quand même pas mal de droits à postuler à cet honneur de la nation. Et je me suis aperçu, comme beaucoup de Français, croyez-moi, que ce n'était pas le cas. Et j'ai vu qu'en réalité, des dossiers étaient embouteillés dans des administrations dont les fonctionnaires estimables n'avaient sans doute jamais été sur un théâtre d'opération. Je vais donc mettre au voie La loi Français par le sang versé est votée en décembre 1999 à l'unanimité. Mais le chemin vers la reconnaissance est encore long. Avant la sortie du décret, nous avons eu quelques orages. Parce que on a essayé de revenir sur des options que nous avions mises. Il a fallu que je reparte à la bagarre. Les fonctionnaires du ministère de la Justice préparent un décret qui risque de compliquer l'application de la loi. Voici près de 2 mois que le texte est bloqué à l'administration de la justice. On serait en droit de penser que celle-ci souhaite reprendre d'une main ce qu'elle avait difficilement concédé à sa ministre en 1999. Je dois vous dire que j'ai réuni mon GOUM et nous ne voulions en aucun cas un décret d'application. Pourquoi? Parce que nous avons le sentiment qu'à ce moment-là, certains auraient pris une partie de ce qui avait été prévu dans la loi. Enfin, en rajoutant des impératifs ou des obligations qui auraient un peu limité cette loi. Et là, je dois reconnaître que j'ai eu un appui total et qu'il n'y a donc pas de décret d'application.
C'est ce qui m'intéressait beaucoup, c'est que pour eux était un merveilleux exemple d'intégration parfaite, plus que parfaite. Voilà des gens qui, venus de tous les quatre coins du monde, qui n'ont au départ presque rien en commun, mais qui peu à peu, et parfois assez vite même, acquièrent le sentiment qui peuvent recommencer une vie, qui peuvent en quelque sorte ressusciter, pour certains même, une véritable rédemption. J'avais le sentiment en même temps de payer un peu, très modestement d'ailleurs, la dette que je dois, moi, à la Légion étrangère. Je suis arrivé en 1954 comme sous-lieutenant et j'ai terminé en mai ou juin 1985 comme général commandant de la Légion étrangère. Et la Légion a fait de moi à la fois un homme et un soldat. Et j'ai toujours estimé que c'était la dette, enfin que je devais à cette deuxième famille, je peux l'appeler comme ça, une dette incommensurable. Et là, j'ai dit après tout, c'est un début de règlement. Le légionnaire Mariusz Nowakovski, le premier à avoir demandé la nationalité française par le sang versé, a contribué à changer l'histoire. Ce fils de forgeron polonais, parti un jour conquérir le monde, a reçu son certificat de nationalité de la main du ministre de la Défense dans les salons du Sénat français. C'était en 1993 et la loi n'existait pas encore. Lui était très très fier que ce soit lui qui soit la cause de tout. Et c'est la première phrase que je lui ai dite d'ailleurs dans les salons du Sénat. Il était à côté du général Coulon avec ses cannes, et puis je dis c'est grâce à toi quoi, c'est grâce à toi. Quand on voit la fierté de ceux qui sont quand même marqués dans leur chair et qui voient cette reconnaissance dans la France qu'ils ont choisie. Et ça, c'est la justice qui leur est rendue. Le premier à avoir reçu la nationalité française dans les conditions de la nouvelle loi est son camarade Ribeiro, blessé 10 ans plus tard, en 2003, en Côte d'Ivoire. C'est quelque chose pour moi de très important parce que c'est quelqu'un de l'État qui m'a proposé ça. C'est pas comme si j'avais moi-même demandé la nationalité française et que je vais la recevoir à la poste ou à la mairie. C'est différent. Quand je sortais de l'hôpital, j'ai entré le régiment et en même temps, je passais le rapport avec chef de corps. C'est lui qui m'a demandé, qui m'a dit, comme moi, un légionnaire blessé sur le combat, il est de droit pour demander une naturalisation par sang versé. Et il me demandait, est-ce que tu veux ou non? Et je dis oui. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle a des hauts et des bas, des victoires et des défaites. Je me suis refermé sur moi-même. J'ai marché sur ces collines qui sont derrière. J'ai marché tout seul. J'ai rencontré des gens qui marchaient tout seuls. Et c'était des anciens légionnaires. J'ai marché en pleine canicule pendant 4 ans comme ça jusqu'à la naissance de mon fils. Comme j'ai marché, je me disais qu'est-ce qu'ils font là-bas en ce moment. Comme ça, c'était des idées qui me passaient par la tête. J'ai regretté beaucoup que j'ai quitté la Légion, mais c'était mon choix. Je n'arrivais plus à me retrouver. C'est pas facile de se ramasser psychiquement. Physiquement, moi, je tenais le coup. Mais psychique, c'est autre chose. C'est le divorce qui m'a fait ça. Ça m'a réveillé. J'ai subi encore un choc émotionnel. Enfin, partie, peut-être c'est aussi à cause de comment j'étais. Je parlais pas beaucoup. Je pensais toujours qu'est-ce que je vis là-bas. Pendant 16 ans, je vivais comme si ça passait hier. Comme j'avais contact avec des anciens, apparemment ils ont su et quelqu'un m'a récupéré. À la Légion, on arrive à créer des liens que je pense c'est inégalable dans le civil ou dans n'importe quelle autre armée. Et j'espère qu'on le garde parce qu'il ne faut pas perdre cet esprit-là. C'est dans le moment difficile qu'on voit les gens qui ont pu compter.
Pour moi, j'ai fait le bon choix. De toute façon, être à la Légion, c'est déjà pour moi un bon choix. J'ai 21 ans de service et je ne regrette rien de ce que j'ai fait, qui m'est arrivé non plus. S'il fallait le refaire, je suis prêt à le refaire, il n'y a aucun souci. J'étais, il y a encore un mois, avec un des tambours de la Légion, de la musique de la Légion, et je lui ai dit, mais tu es colombien? Il m'a répondu, mais non, moi je suis légionnaire. Voilà, il a tout compris. Moi, j'ai des amis qui sont caporaux-chefs. Et j'ai des amis qui sont généraux, bien sûr. Mais remarquez, la Légion, essentiellement, a une colonne vertébrale, qui est son corps sous-officier. Incomparable. La France n'a que 2 exceptions pour moi. Elle a d'abord l'Académie française. Et la deuxième, incontestable, c'est la Légion étrangère. Pourquoi? Parce que aucune nation au monde qui a voulu nous copier n'a réussi. Quand je les ai connus, j'étais sous-lieutenant et lieutenant. Or, les leçons que j'ai reçues, c'est pareil. Je n'ai jamais eu à régler un problème, à mon sens, d'insuffisance de ces gens-là sur le terrain. Ils ont toujours été pour moi exemplaires. Tous les 14 juillet, entre 2 opérations, ils défilent, facilement identifiables avec leur képi blanc ou béret vert, et suscitant toujours autant l'admiration. Je ne sais pas si les gens se souviennent que depuis la création de la Légion, par exemple, il y a eu 35 000 étrangers qui sont morts pour ce pays. Et tous n'ont pas eu la reconnaissance, c'est-à-dire tous ne sont pas devenus français pour autant. Je vois qu'il est fier de moi. Je vois ça dans ses yeux. Pendant toutes ces années, j'y étais quelque part. Parfois, je venais au Cameroun, mais j'avais comme si, on dirait que j'avais un nuage sur mes yeux. Et maintenant, cette brume est partie. Pendant ces ans, je voulais parler avec personne de ce qui s'est passé. Les valeurs, être travailleur, voilà, il ne faut pas lâcher. Maintenant, c'est plus facile à me dire, parce que pendant ces ans, les gens me voyaient que je tiens le coup, mais ils ne voyaient comme je suis à l'intérieur, que j'étais brisé. Et tout seul, on ne réussit pas. Dans la vie, c'est vrai, il faut un appui. Savoir que quelqu'un est derrière vous. C'est que moi, je lui répète toujours, Marcel, papa sera toujours avec moi. Qu'il sache ce qui s'est passé avec moi, Dorota. C'est malheureux, mais moi je lui répète toujours que moi je t'aime, je serai toujours derrière toi. Mais tu ne fasses pas des conneries. Je serai toujours derrière toi.